Alors, le docteur Maxime Cazorla est chercheur INSERM à l'Institut de neurosciences de la Timone, qui est sur la faculté de la Timone, qui est juste derrière l'hôpital. Donc, l'objectif de ces recherches est de comprendre comment l'architecture neuronale du cerveau s'adapte tout au long de la vie, que ce soit dans la santé ou bien dans la maladie. Et l'une de ces approches consiste en fait à créer des mini-cerveaux sur puce pour mieux comprendre les maladies cérébrales et proposer de nouveaux traitements. Et c'est ce qu'il va nous présenter aujourd'hui, Maxime. Tout à fait. Merci Florence. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir raconter ce qu'on fait au labo et de présenter un peu les dernières nouveautés et comment on essaye en tout cas de recréer ces mini-cerveaux, ce qu'on appelle des mini-cerveaux. Vous allez voir, c'est quand même un grand nom pour quelque chose d'un peu plus simple, pour comprendre pour étudier les maladies cérébrales, mais surtout pour essayer de trouver des cibles intéressantes pour développer des thérapies. Allez, on va faire comme ça. Vous avez probablement tous reconnu cette personne, Elon Musk, et vous connaissez probablement aussi son projet Neuralink, d'intégrer une puce dans le cerveau pour faire l'homme augmenté, blablabla. Bon, aujourd'hui, c'était pour éviter toutes les confusions que je présente ça. On ne va pas parler de puce dans le cerveau, mais à l'inverse, d'un cerveau sur une puce. Alors évidemment, si on cherche sur le net, on va trouver des jolies petites images un peu de science-fiction comme ça, avec un petit cerveau électronique sur une puce. Dans la réalité, ça ressemble plutôt à ça. C'est un petit peu moins sexy, comme souvent dans la réalité. Mais en fait, si on regarde un peu plus près à quoi ça ressemble, si on prend les microscopes dont Christophe et Ivan ont parlé, et qu'on va un peu plus dans le détail, ben, ça ressemble à ça. Et là, on commence à avoir des images un peu plus jolies, où on voit, par exemple, ici, des neurones en bleu qui font de projection en feu d'artifice sur une autre population de neurones en rouge, à travers des canaux orientés. Donc, pour vous donner une idée, les canaux qu'on regarde là, ces petits machins tout droits, c'est à peu près un centième de la taille d'un cheveu, pour vous donner une idée de la taille. Alors, pourquoi on fait tout ça et comment ça marche? Comme vous en doutez, comme vous le savez probablement, le cerveau est un organe très, très, très complexe. Il est complexe, mais il est très organisé. Et donc, le cerveau est composé, absolument rien, hop. Le cerveau est composé de réseaux de neurones, ce que vous pouvez voir sur cette animation, hein. Donc, les neurones, c'est la partie la plus comment on appelle ça, ce qu'il y a de plus, le grand nombre de cellules dans le cerveau, ce qui transmet l'information. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont organisés. Sur la gauche, là-bas, vous pouvez voir un cerveau de rat où on a tracé quelques neurones en particulier. Vous voyez que là aussi, ils suivent une organisation, une architecture excessivement précise où chacun des acteurs va projeter euh, sur une région très précise. Donc une architecture précise, mais aussi une morphologie précise. Comme vous pouvez voir, donc ça, ce sont des dessins qui ont été faits par Ramon y Caral, hein, en 1900. Et déjà à cette époque-là, on voyait que les neurones étaient très divers, avec des morphologies extrêmement complexes, mais très, très précises. Donc, quand on parle de recréer un cerveau sur puce, il faut penser à tout ça, à cette architecture organisée, à cette morphologie, à cette compartimentalisation des cellules mêmes. Et donc, on prend tout ça en compte. Et depuis quelques années, on a la chance d'avoir les progrès de la microfabrication et le développement de nombreux biomatériaux compatibles avec le vivant qui nous permettent maintenant, aujourd'hui, de designer des compartiments microstructurés qui nous permettent de mettre ces neurones dans des petites puces et surtout de pouvoir les organiser dans ces réseaux avec une architecture très précise. Et là, encore une fois, vous voyez des exemples ici. Donc là, on a des petits canaux. On peut leur donner la forme qu'on veut. Encore une fois, on est à peu près à un centième de la taille d'un cheveu. Ça fait à peu près un ou deux microns de large. Et ça nous permet de reconstituer une architecture, de faire communiquer des neurones comme on veut, avec qui on veut et selon un trajet bien déterminé.
Alors en pratique, ça ressemble à quoi? Ben, en pratique, on part comme toujours d'un joli dessin sur un tableau où on réfléchit à ce qu'on veut modéliser comme réseau neuronal et comment on a envie de l'organiser. Ensuite, on fait appel à la microfabrication, ici, par lithographie. Donc, ce sont des petites puces hein, qui ressemblent au même procédé que les processeurs qu'on peut retrouver dans les téléphones, par exemple. Ensuite, on les produit avec ces matériaux biocompatibles. En l'occurrence, ce sont du silicone. Et ensuite, on va pouvoir les utiliser sur des plateformes de microscopie comme à montrer Christophe. Alors, il y a une petite chose qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les neurones sont des entités électriques, qu'elles transmettent leurs messages via des impulsions électriques. Et donc, quand on recrée un réseau sur puce, il faut pouvoir intégrer des microélectrodes, les fameuses microélectrodes arrêt dont a parlé Ivan juste avant, qui nous permettent non seulement de mesurer, de monitorer l'activité électrique des neurones et donc la transmission du message d'une population vers une autre, mais aussi de stimuler spécifiquement les neurones d'intérêt. Et donc, c'est ce que vous pouvez voir ici, presque. Ces petites choses noires là, ben, ce sont des microélectrodes qui sont placées spécifiquement sous des populations bien précises, enfin des endroits très précis. Et là, dans ce cas-là, vous voyez qu'il y a une électrode qui est placée spécifiquement sous une projection axonale hein, de ce neurone vert. Et donc, on va pouvoir stimuler et regarder comment le signal se propage au sein d'un axone qui communique directement avec une autre population. Donc, c'est un moyen pour nous de maîtriser, un peu manipuler chaque compartiment à façon. Alors là, je vais vous donner un exemple dans le cas de la maladie de Huntington. Donc, on se sert de ces petites puces pour modéliser des maladies cérébrales. Donc, dans le cas de la maladie de Huntington, vous le savez peut-être, c'est sûr, il y a deux noyaux qui sont vraiment affectés dans cette maladie. Euh, c'est le cortex, toutes les couches corticales ici, et la partie interne, donc plutôt ce qu'on appelle le striatum, qui dégénère progressivement tout au long de la maladie. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut modéliser, comme vous voyez sur le schéma ici, où on a cette puce qui recrée le noyau cortical avec le noyau striatal. Le cortex envoie ses projections sur le striatum. C'est ce qu'on voit en vert, le cortex est vert et le striatum est en bleu. Et en fait, grâce à ces canaux, on va pouvoir diriger ces projections. Et comme tout est compartimentalisé, on va pouvoir aller manipuler et regarder spécifiquement ce qui nous intéresse ici. Donc là, dans les canaux, par exemple, ce qu'on peut voir, ce sont des mitochondries dont a parlé Ivan juste avant. Donc, les mitochondries, c'est la vraiment centrale énergétique de la cellule. Hein, c'est ce qui fabrique l'énergie dans la cellule. Et en fait, la dynamique de ces mitochondries dans les axones nous donne beaucoup d'informations sur le fonctionnement d'un neurone et en état sain et en état pathologique, évidemment. Ici, dans cet autre exemple, on peut voir, je ne sais pas si vous arrivez vraiment à voir, des petites vésicules, on en voit quelques-unes ici, ça va très vite, des petites vésicules qui transportent un facteur neurotrophique, un facteur protecteur pour les neurones qui est indispensable à la survie des neurones dans le cerveau adulte et qui est vraiment affecté dans la maladie de Huntington. Son expression, son transport et son relargage par le neurone sont tous très affectés par cette mutation. Et donc, grâce à ces techniques, on est capable d'aller regarder ce qui se passe et d'essayer de découvrir le mécanisme pour aller le cibler ensuite. Et un dernier exemple ici, ça va être de regarder au niveau global, au niveau de la transmission du signal entre deux populations. Donc, grâce à des électrodes, comme je vous ai montré, si on stimule le cortex qui est ici et qu'on regarde spécifiquement comment va répondre le striatum en bas, quand on envoie de toutes petites impulsions, on s'aperçoit que dans un système sain, qu'on va appeler sain, donc c'est fait à partir de souris ici, de souris contrôle, on s'aperçoit que le signal est très faible, est assez aléatoire et qu'il n'y a pas, il y a pas beaucoup de signal. Si on envoie exactement le même signal, mais cette fois dans un réseau qui a été reconstitué à partir de souris modèles de la maladie de Huntington, on s'aperçoit que il y a une hypersynchronie du système avec une augmentation de l'amplitude de la réponse. Donc on voit tout de suite, c'est assez visuel, on voit tout de suite qu'il y a des problèmes dans ce réseau malade.
Alors, grâce à tout ça, je vais faire un petit peu court, mais en gros, toutes ces études nous ont permis d'identifier une cible et de développer des molécules qu'on a pu tester spécifiquement dans ces modèles sur puces. On en est maintenant, donc on a fait toute la phase préclinique sur ces modèles et sur des modèles in vivo ensuite, hein, sur des modèles expérimentaux de souris et qui nous a permis de fonder une première une petite start-up pharma pour aller maintenant lancer toute la phase réglementaire et les premiers essais cliniques. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien maintenant, la plus grande partie du travail va être de développer cette nouvelle génération de cerveaux sur puce. Et comme a dit Ivan avant, ça va être d'humaniser ces plateformes en amenant des cellules souches issues de patients. Donc, il y a trois étapes qui nous intéressent maintenant. Donc, c'est avec la plateforme que je vous ai montrée juste avant et toutes les analyses qu'on peut faire directement sur ces plateformes en simultané, on va maintenant essayer d'intégrer des cellules souches issues de patients. Donc, pour l'instant, on pense à la maladie de Huntington, évidemment, suite à l'étude d'avant, qui va nous permettre de tester la validité de nos molécules pour un environnement humain. L'autre chose qu'on est en train de faire, c'est de multiplexer cette plateforme pour la rendre plus accessible à du criblage un peu plus haut débit. Donc, c'est juste, on reproduit à l'identique plusieurs puces en parallèle. On la connecte à un système automatique et qui va nous permettre ensuite de pouvoir cribler les molécules et aller un petit peu plus vite dans le développement. Voilà, tout ça, c'est pour montrer que ce n'est pas un travail qu'on fait tout seul, ça implique beaucoup de monde, que ce soit des acteurs industriels ou académiques. L'équipe d'Emmanuel Nivet, avec Ivan notamment, qui est très impliqué dans le développement des cellules souches sur ces puces. Et tout ça a été brillamment piloté par un doctorant au talent incomparable, Maxime, qui soutient d'ailleurs sa thèse dans pas très longtemps, et du coup qui était un petit peu occupé, je n'ai pas voulu le déranger, mais sinon il aurait présenté avec moi aujourd'hui tout ce travail qu'il a mené avec brio. Alors ça, c'est juste pour vous dire que si jamais ça vous intéresse un petit peu, on a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps avec l'équipe de Science Trash, grâce au Festival Explore d'Anu. Et si vous allez sur YouTube et que vous regardez la chaîne de Science Trash, vous trouverez cette petite vidéo, créer un cerveau miniature, qui explique un peu tout ce que je viens de vous raconter. C'est très ludique comme ils le racontent. Donc voilà, et ils en racontent un petit peu plus. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder ceci. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions, je suis là pour ça.